Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu de mon imprimante 3D, donc il s'agit de l'Anet A8. Alors j'ai fait une vidéo timelapse de l'assemblage de cette imprimante que j'ai publiée sur la chaîne il y a maintenant un peu plus de 2 semaines. Donc c'est vrai que j'ai un peu traîné à faire cette vidéo, mais aujourd'hui, donc cette vidéo, je suis en train de la faire pour vous parler un petit peu de l'imprimante 3D que j'ai achetée, donc l'Anet A8, puisque je sais que ça m'a été demandé, et de toute façon c'était prévu que je fasse cette vidéo un petit peu pour vous présenter cette imprimante 3D. Alors cette imprimante 3D c'est quoi? C'est une Anet A8, c'est une imprimante 3D qu'on peut acheter. Alors moi je l'ai acheté sur Gearbest, hein, c'est notamment là qu'on la trouve, mais il y a d'autres sites qui la vendent il me semble. Je l'ai acheté sur Gearbest pour 150 euros. On la trouve à peu près dans ces prix là, frais de port compris, donc c'est quand même très intéressant puisqu'une imprimante 3D pour 150 euros, honnêtement c'est quand même une très bonne affaire. Quand on voit le prix de certaines machines qui peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros, on se dit que pour 150 euros il y a quand même un truc bizarre, mais non. Pour 150 euros, on a bien une imprimante 3D qui fonctionne, hein, vous pouvez le voir là. Bon, je ne vais pas vous faire une démonstration de fonctionnement, je ferai d'autres vidéos sur la chaîne dans laquelle je vous montre un petit peu de la fabrication de pièces, mais cette imprimante 3D, je vous le garantis, pour 150 euros, vous pouvez faire des pièces, je vous montrerai ça un petit peu plus tard, et honnêtement, ça fait plutôt du bon travail. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de l'imprimante en elle-même, parce qu'il y a des points positifs, des points négatifs, les particularités, caractéristiques de l'imprimante. Et dans une deuxième partie de vidéo, donc plus vers la fin de cette vidéo, je vous parlerai un petit peu des modifications que j'ai faites pour le moment, parce qu'il y en reste d'autres à faire. Vous voyez, cette imprimante, l'avantage c'est qu'on peut modifier, on peut bricoler plein de trucs dessus. Donc des modifications que j'ai commencé à faire, que j'ai faites, et puis un petit peu de tout ce que j'ai rajouté autour, parce que tout ne vous est pas vendu d'origine. Alors, cette imprimante 3D Anet A8, comme j'ai dit, elle vaut à peu près 150 euros en provenance directe de Chine, donc c'est une très bonne affaire. Et quelles sont un petit peu ses caractéristiques? Parce que pour ce prix-là, on pourrait croire qu'on a une machine un peu limitée, en réalité pas tant que ça. La surface d'impression, elle fait 22 cm par 22 cm par 24 cm, ce qui honnêtement est très correct hein, pour une imprimante 3D. On trouve des imprimantes avec une surface bien plus limitée que ça. C'est une imprimante qui est basée sur le modèle Prusa i3, donc c'est un petit peu un standard. Alors je sais que tout le monde s'y connaît pas forcément en impression 3D, en imprimante 3D, mais le standard Prusa i3 en fait c'est quelque chose qui est libre de droit, hein, c'est un peu de l'open source. En gros ça définit que le plateau se déplace d'avant en arrière, c'est l'axe Y, la tête se déplace de gauche à droite, c'est l'axe X, et le tout bouge de haut en bas sur l'axe Z. Ça définit un petit peu des standards, donc on met 2 tiges filetées de chaque côté, le chariot est porté sur 2 axes également avec une courroie, etc. Ça définit un petit peu le standard. Donc c'est une imprimante qui reprend le standard Prusa i3. Comme je disais, c'est un standard libre de droit, hein. Des Prusa i3, des dérivés, il en existe plein. Sachant qu'il existe la vraie Prusa i3, la Prusa i3 originale, qui est une imprimante qui est faite justement par Joseph Prusa, qui est celui qui a inventé ce standard, et qui vaut à peu près 800 euros il me semble en kit. Donc c'est une imprimante qui est beaucoup plus chère que celle-là. Bien sûr, elle est également de meilleure qualité, et elle a quelques options un petit peu, entre guillemets, uniques, quoi, des choses que n'ont pas repris les versions inspirées, on va dire, du standard Prusa i3. Sinon, cette imprimante, donc j'ai parlé un petit peu de la hauteur de la surface d'impression. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est équipée d'un plateau chauffant, ce qui est assez rare pour une imprimante à moins de 200 euros, parce qu'il y a même des imprimantes beaucoup plus chères, enfin beaucoup plus chères. Je pense notamment à la Dagoma, qui est une imprimante 3D française, qui reprend également un petit peu ce principe de Prusa i3. C'est une imprimante 3D donc, fabriquée en France, qui coûte à peu près 300 euros en kit, il me semble, et qui n'est malheureusement pas équipé d'un plateau chauffant. On peut le rajouter, c'est une option, donc il faut payer encore, il faut acheter le plateau puis le monter soi-même, mais de base pour 300 euros vous n'avez pas un plateau chauffant, et c'est le cas de plein d'imprimantes 3D. Donc là pour 150 euros on a la chance d'avoir un plateau chauffant, ce qui est très intéressant pour imprimer avec certains matériaux, et honnêtement c'est un gros avantage surtout pour le prix. Sinon c'est une imprimante avec l'extrudeur qui est placé sur le chariot au niveau, juste au niveau de la tête d'impression finalement. Donc l'extrudeur c'est quoi? C'est la partie qui se compose d'un moteur, donc c'est un moteur pas à pas. Tous les moteurs sont également standards, hein, je le dis maintenant. Ce sont des moteurs qui sont des moteurs NEMA 17, très connus en moteur pas à pas justement pour l'impression 3D. Donc les moteurs sont standards, on peut les remplacer si on veut, même si ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'un moteur, bon bah c'est un moteur quoi. Je connais pas beaucoup de gens qui les aient remplacés. Maintenant ça peut se faire, s'il y en a un qui vient à lâcher, c'est du standard également. Donc en fait l'extrudeur c'est quoi? C'est une partie qui vient pincer le filament, et le moteur pas à pas vient en fait pousser le filament, ça force le filament qui se trouve ici
puisque l'imprimante, j'ai quand même pas précisé, parce que bon, tout le monde le sait peut-être pas, mais une imprimante 3D, la plupart des imprimantes 3D, parce qu'il existe d'autres systèmes, mais la plupart des imprimantes 3D utilisent un filament plastique. Donc en gros, c'est du fil en plastique. Ici, le filament est standard, c'est du 1,75 mm de diamètre. Donc c'est un filament standard qui a l'avantage donc de pouvoir exister en plein de matériaux différents, plein de coloris différents. Et l'extrudeur, en fait, il vient pousser ce filament, donc il le force, il pousse le filament dans une partie chauffante. Le filament, c'est du plastique, donc il va fondre. Et ensuite, à l'aide d'une buse qui a un tout petit trou qui fait environ 0,4 mm, il me semble, donc c'est un trou qui est vraiment tout petit, le filament va être déposé sur le plateau, et puis ensuite, couche par couche, pour fabriquer la pièce. Donc tout ça, c'est du standard, le filament, la méthode de fabrication, il n'y a rien d'original là-dedans. Simplement, l'extrudeur, il est placé ici, donc le moteur vient forcer sur le filament, l'injecte dans la buse. Il y a une partie chauffante avec ce qu'on appelle une cartouche chauffante qui chauffe à peu près 200 degrés. On peut monter entre 180 et 280 degrés à peu près, donc ça dépend bien sûr du matériau avec lequel vous imprimez. Ça va faire fondre le filament, et le filament ensuite est injecté, comme j'ai dit, à l'aide de la buse. Le moteur se trouve ici, donc c'est un petit défaut de cette imprimante, c'est que le moteur qui compose l'extrudeur, ce moteur se trouve sur le chariot, ce qui fait quand même un poids assez important, parce que les moteurs pas à pas sont assez lourds, donc ça fait un poids assez important sur le chariot. C'est un défaut de cette imprimante, mais qui peut être comblé, puisque tout ça, ça se modifie avec des nouveaux extrudeurs, etc. Donc bon. Donc l'extrudeur se trouve ici, filament standard, buse standard, cartouche, tout est standard là-dedans, les ventilateurs, la cartouche chauffante, tout en fait, on peut tout remplacer, tout customiser, tout, on peut faire ce que l'on veut, il n'y a aucun problème. Sinon, donc le tout est porté sur des axes. Les axes, donc on a des tiges qui sont des tiges lisses, droites. Pareil, c'est du diamètre standard. Il y a des paliers qui sont des paliers à billes. En fait, ce sont un petit peu comme des roulements à billes, sauf qu'un roulement à billes, c'est pour faire un mouvement de rotation. Ici, ce sont des paliers donc qui servent à un mouvement de translation, mais qui fonctionnent également avec des billes. Donc il faut bien sûr penser à mettre un peu d'huile, hein, je le dis maintenant, mais quand vous achetez une imprimante 3D, pensez à acheter de l'huile. Ici, j'ai de l'huile fine, tout simplement pour tout ce qui est petit roulement, petit mécanisme, parce que tout ça, ça a besoin d'huile pour éviter des problèmes, que ça s'abîme prématurément. Donc, les paliers sont standards, on peut les remplacer par des paliers céramiques à la place des paliers à billes et tout. Bon, c'est que des pièces standards. La courroie, c'est de la courroie GT3 standard également, toutes les tailles sont standards. On peut les remplacer également pour de la courroie renforcée et tout le bazar. Donc, tout est standard. Petit truc également avec cette imprimante 3D, c'est un avantage, je trouve. On voit qu'il y a quand même un suivi, puisque cette imprimante 3D est vendue sous le nom Anet A8. En réalité, c'est un petit peu du no-name, mais il y a quand même un suivi qui a été fait, puisque beaucoup de gens se plaignaient des deux paliers qu'on a ici, enfin des deux paliers. Les deux parties en plastique blanche que vous avez ici et là, c'est ce qui fait la jonction entre l'axe Z et l'axe X, et ces deux, je vais appeler ça des paliers en quelque sorte, de jonction, sont faites en plastique. Dans les anciennes versions, dans toutes celles qui étaient vendues jusqu'à présent, ces trucs-là étaient imprimés en 3D. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment, mais ils utilisaient une imprimante 3D pour fabriquer ces pièces qui servaient à fabriquer les autres imprimantes 3D. Sauf que la qualité de ces trucs-là était visiblement lamentable. J'ai regardé pas mal de vidéos, etc. Jusqu'à présent, tout le monde s'en plaignait. Ces trucs-là étaient quasiment à remplacer d'origine. C'était conseillé d'en fabriquer des nouveaux. Ça faisait partie des premières pièces à fabriquer. C'est des nouveaux paliers, de nouvelles jonctions comme ça, parce que ces trucs-là étaient hyper fragiles, mal conçus, etc. Il en existait des versions améliorées d'ailleurs. Donc c'était conseillé d'en fabriquer des nouveaux. J'ai eu la surprise, en ouvrant mon imprimante 3D, de voir que ces trucs-là ont été modifiés. Désormais, ils ne sont plus imprimés en 3D, ils sont fabriqués. Alors c'est du plastique moulé par injection. C'est du bon, plutôt de la bonne qualité. Enfin, en tout cas, les miens, bon, ça fait à peu près 3 semaines qu'ils servent. Honnêtement, rien n'a bougé pour le moment. Donc ils sont plutôt de bonne qualité. Et je sais que beaucoup de gens s'en plaignaient. Bah, visiblement, c'est un défaut qui a été corrigé. Donc comme quoi, il y a quand même un petit peu d'écoute des retours clients, parce que ces trucs là apparemment étaient lamentables, hein, tout le monde s'en plaignait. Et bah, là pour le moment je dis plutôt bien, hein, les miens n'ont pas bougé en 3 semaines d'utilisation, et non, aucun problème là-dessus. On peut voir également qu'ils ont été améliorés, puisque ici vous avez un moteur qui se trouve derrière là. Ce moteur il sert à faire bouger la courroie, donc pour faire bouger toute la partie tête d'impression extrudeur, toute la partie là, donc qui bouge à l'aide de la courroie. Ce moteur jusqu'à présent, sur les anciennes versions de ces paliers, était tenu par 3 vis
on peut voir que sur la nouvelle version, il y a 4 vis. Alors je sais que ça se voit peut-être pas très bien en vidéo, mais il y a 4 vis qui tiennent le moteur, alors que sur les anciennes versions, il n'y avait que 3 vis. Donc comme quoi, ils ont même amélioré encore un petit peu les pièces. Sinon, l'ensemble donc des paliers de l'extrudeur et tout le bazar repose sur 2 tiges filetées, donc qui servent à monter et à descendre le tout. Il y a 2 moteurs en bas qui sont les mêmes moteurs NEMA 17 qui servent à faire tourner les tiges filetées et donc à forcer la montée et la descente. Et le tout est guidé par 2 tiges lisses avec encore une fois des systèmes de paliers à billes pour guider bien droit, enfin guider le tout de manière bien droite. Voilà un petit peu comment c'est fait. Donc les deux moteurs sont, fonctionnent en même temps, hein, c'est-à-dire que pour que le tout reste droit, quand un moteur tourne, l'autre tourne exactement de la même manière, sinon ça aurait tendance à se décaler. Donc ça également c'est un point à surveiller, vérifier que toute la partie extrudeur est bien droite et qu'il n'y ait pas un moteur qui soit, enfin pas un moteur, pas un côté qui soit plus haut que l'autre. Ça peut avoir tendance à se dérégler avec le temps parce qu'il y a toujours des petites différences, des petits jeux, etc. Le plateau chauffant, lui, il repose également sur 2 tiges. Alors je sais que ça se verra mal en caméra, mais je vais reculer au maximum. On a également 2 tiges lisses, donc les mêmes que celles qu'on a ici, ou les mêmes que celles qu'on a là. 2 tiges donc droites, avec encore une fois des paliers à billes, hein, les mêmes que ceux qu'on a derrière là, que vous ne voyez pas non plus. Des paliers à billes donc, qui servent à guider le tout, et puis à faire glisser le plateau. Et le tout est tiré par une courroie, exactement de la même manière que l'extrudeur. Hein. Une courroie plus un moteur qui se trouve au fond, que vous ne verrez pas non plus. Courroie pareil, hein, courroie GT3 standard. Encore une fois, il existe plein de pièces, on peut changer la courroie, on peut changer tout ce qui est tendeur de courroie, on peut changer le support qui sert à retenir la courroie, enfin, il y a plein de trucs qui sont modifiables. Le cadre est en acrylique, donc c'est un cadre en plastique, toute la partie porteuse, la structure finalement. Ça c'est un petit défaut de cette imprimante, c'est que une structure en acrylique, ça n'a pas une rigidité extrême, c'est-à-dire que ça peut avoir tendance à se déformer un petit peu, comme ça bouge très rapidement, ça peut avoir tendance à bouger un peu. C'est pour ça que les imprimantes qui sont plus chères, comme par exemple la Prusa i3 originale, ont un cadre en aluminium qui est beaucoup plus rigide et qui améliore également un petit peu la qualité d'impression. Ça n'empêche que ce cadre en acrylique est pas trop mal, certains le remplacent, hein, ça peut se modifier, on peut rajouter comme ici, c'est des pièces que j'ai fabriquées pour rigidifier un petit peu la structure, enfin que j'ai fabriquées. L'idée vient pas de moi, hein, c'est des pièces qu'on trouve, je vous mettrai le lien dans la description, je dois parler un petit peu d'ailleurs de ça, c'est des pièces qu'on trouve sur internet pour modifier l'imprimante, je les ai imprimées puis je les ai installées, donc ça rigidifie un petit peu la structure. Mais autrement, le cadre en acrylique, il est pas trop mal. Faites attention par contre avec l'acrylique, c'est que c'est très fragile. Quand vous serrez les vis, ça peut casser très facilement. Le problème de l'acrylique, c'est que c'est un petit peu comme du verre. C'est un peu comme le verre, sauf que c'est du plastique. Mais si vous serrez un peu trop, ça casse d'un seul coup, ça se fend, ça casse. Et c'est quasiment impossible à réparer. À recoller, c'est une vraie catastrophe. Hein, ça se recolle très très mal. Donc faites attention, c'est fragile. C'est très rigide, mais c'est fragile. Et malgré tout, malgré le fait que ça soit rigide, ça a le défaut que comme c'est du plastique, les découpes sont pas parfaites et donc il y a toujours un petit peu de jeu qui peut se créer. Donc c'est pour ça qu'un cadre en aluminium serait meilleur. Pour la partie électronique, on a un petit écran qui est un afficheur LCD 2004 pixels, tout ce qu'on trouve un classique. On a 5 boutons qui servent à commander le tout, donc ce sont des gros boutons hein, qui cliquent assez bien. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique à utiliser, mais honnêtement, bon, on s'y fait quoi. C'est quand même assez clair. Ça peut être modifié, ça aussi. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui s'amusent à modifier l'écran avec un écran LCD de bien meilleure qualité. Et c'est d'ailleurs l'une des différences, encore une fois, qu'il y a. Si vous avez une imprimante 3D plus chère, vous avez des écrans qui sont mieux, qui sont plus clairs, plus grands, des commandes qui sont un peu plus pratiques. Une fois qu'on a compris un petit peu le firmware, on s'y retrouve très facilement, donc c'est pas si difficile que ça. Sachant que des firmware, donc justement la partie logicielle qui gère l'imprimante, il y a celui qui est fourni d'origine qui fonctionne très bien, mais il en existe des firmware alternatifs donc qu'on peut télécharger et installer sur l'imprimante, qui fonctionnent aussi très bien. J'ai pas encore eu l'occasion d'en tester, mais je sais que quand on bricole l'imprimante, quand on lui rajoute des fonctionnalités, etc., on peut également modifier le logiciel, le firmware. On peut comme ça customiser des options, etc. Encore une fois, on peut bricoler un petit peu ce qu'on veut. Sinon, vous avez à droite le bloc d'alimentation qui se trouve au fond là-bas, donc c'est la partie brillante que vous avez là. C'est une alimentation no-name chinoise. Ce sont les blocs d'alimentation industriels, hein, enfin industriels, on appelle ça bloc d'alimentation industriel. C'est-à-dire que c'est brut, quoi. Vous venez carrément visser les fils, il y a des cosses
des cosses à vis, donc il n'y a pas de connecteur, il n'y a pas de clip, etc. hein. Ce sont des connecteurs à vis et vous venez directement mettre les fils dessus. C'est assez rustique on va dire, mais ça a l'avantage de très bien fonctionner. Maintenant celle-là c'est une alimentation no-name, de mémoire elle fait 250 watts, ce qui est pas trop mal. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes, que ces blocs d'alimentation là ont tendance à claquer, hein, un petit peu comme les blocs d'alimentation Advance et tout le bazar sur les PC. Bah, c'est un petit peu pareil, hein, ces blocs là. Il faut y faire attention, ça peut avoir tendance à claquer. Par contre, c'est un format qui est standard, donc on peut en trouver des nouveaux, plus puissants, meilleure qualité, etc. Il y en a certains qui rajoutent des ventilateurs dessus pour améliorer le refroidissement et donc également à éviter les surchauffes, etc. Donc, encore une fois, ça se bricole. Et de l'autre côté, on trouve la carte principale, en quelque sorte, la carte mère si vous voulez, qui est en fait un dérivé d'Arduino avec du RAMPS. Alors l'Arduino et le RAMPS, c'est du standard. La carte Arduino, parce que c'est un processeur Atmel, hein, c'est exactement la même chose que ce qu'on trouve sur les cartes Arduino, c'est du standard. C'est en gros une carte Arduino couplée avec une carte de puissance, parce que bien sûr, pour faire fonctionner les moteurs, alimenter le lit chauffant, la buse, les ventilateurs, l'écran, etc. Enfin l'écran pas tellement, mais pour tout le reste, il faut de la puissance. Et donc il y a ce qu'on appelle une carte RAMPS, qui est un standard, c'est une carte standard qu'on peut acheter, qui gère la puissance. On la couple avec un Arduino, et comme ça on peut fabriquer une imprimante 3D. Ici c'est une carte maison, c'est une carte qui est fabriquée par Annette, donc c'est pas du standard, mais ça reprend les bases de la RAMPS, etc. Donc en gros c'est un processeur d'Arduino avec toute la partie autour qui gère la puissance. L'avantage c'est que ça se programme exactement comme un Arduino. On a un port USB par lequel on peut injecter un nouveau firmware, donc encore une fois du standard. Les firmware justement comme j'en ai parlé juste avant qu'on peut customiser, etc. Comme c'est de l'Arduino ça se programme assez facilement. C'est assez standard. On a également un port micro SD. Ce port micro SD, donc on y met une carte micro SD qui est fournie d'ailleurs avec l'imprimante. C'est une carte de 8 Go no name qui est fournie. Et elle permet d'imprimer des pièces en 3D de manière autonome, c'est-à-dire qu'on peut brancher l'imprimante à un ordinateur via le port USB. Ici par exemple elle est branchée parce que je vais y installer un Raspberry Pi, donc j'ai déjà fabriqué un petit boîtier comme ça pour y installer un Raspberry Pi et faire un serveur d'impression sur mon réseau local. Mais on peut également la brancher à un PC tout à fait classique et imprimer depuis un logiciel. Cette donc, prise USB par laquelle on peut également mettre à jour le firmware. Et on a donc, comme je disais, la carte micro SD qui permet d'imprimer de manière totalement autonome, c'est-à-dire qu'on allume juste l'imprimante et l'imprimante va lire par elle-même les fichiers et puis gérer l'impression. Donc rapidement, pour résumer un petit peu les avantages et les défauts, les avantages c'est qu'elle est pas chère, elle a un lit chauffant, beaucoup de pièces sont standards, on peut la modifier, le filament c'est de la taille standard, elle est fournie quand même avec pas mal de vis, hein. Il y a même des vis supplémentaires, il reste même, je sais plus où j'ai mis ça, j'ai rangé ça quelque part, mais il reste même un paquet de vis assez important, donc pour bricoler encore un petit peu, remplacer des trucs, etc. Pareil, il y a de la gaine qui est fournie pour gainer les câbles, comme ça, pour que ça soit plus propre et que ça évite le bazar. Il y en a une quantité qui est assez importante, hein. Je sais que moi, il m'en reste encore de la gaine pour tout gainer bien les câbles, sachant que j'ai quasiment tout gainé, tout est passé proprement. Voilà, c'est pas mal, c'est assez clair, les explications sont assez claires. Alors par contre c'est en anglais, ça il faut quand même que je le précise, mais il existe des vidéos sur YouTube qui expliquent pas à pas comment l'assembler. Mais si vous regardez un petit peu ce qui est fourni avec l'imprimante, puisque de base, dans la carte micro SD qui est fournie avec l'imprimante, vous avez donc tous les fichiers qui servent, entre guillemets, les instructions quoi, qui servent à assembler l'imprimante. Toutes ces instructions sont en anglais ou en chinois, si vous comprenez le chinois, mais ça je pense que c'est encore plus rare. Donc c'est en anglais, donc ça demande de comprendre un petit peu, mais bon ça va, c'est pas compliqué. Moi j'ai réussi à l'assembler sans aucun problème, et visiblement moi j'ai pas fait d'erreur. Mais si vous voulez, il y a des vidéos, des tutos sur YouTube qui vous expliquent comment l'assembler pas à pas en direct et tout le bazar, vous pouvez suivre les étapes les unes après les autres. Donc ça c'est un petit peu les points positifs. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Les défauts, c'est qu'on a un cadre en acrylique qui n'est pas très rigide, qui peut avoir des petits problèmes de rigidité, il y a des pièces qui peuvent avoir tendance à casser également, donc faites attention quand vous serrez. Bon, la qualité d'impression est pas mal,
Mais quand vous imprimez avec certains matériaux, ça pourra peut-être poser problème. Je pense notamment avec de l'ABS. Et encore, elle a un plateau chauffant, cette imprimante, ce qui est une grande qualité pour imprimer avec de l'ABS. Mais par exemple, ici, j'ai imprimé avec de l'ABS. Et bon, ça marche. Par rapport à d'autres imprimantes, je sais que c'est déjà bien, mais c'est pas parfait, quoi. Faut vraiment des imprimantes haut de gamme pour pouvoir imprimer avec une très bonne qualité avec de l'ABS. En revanche, avec du PLA, le PLA qui est le plastique le plus utilisé dans le monde de l'impression 3D, ça imprime super bien, c'est génial. Donc voilà les défauts, donc le bloc d'alimentation qui est un petit peu no-name, qui peut avoir tendance à poser problème, l'électronique qui est pas mal mais qui aurait peut-être besoin d'être un peu plus costaud, donc pensez à éviter de la faire surchauffer, quoi. Ce serait bien de mettre un ventilateur à ce niveau-là, etc. pour que ça refroidisse assez bien toute la partie électronique, parce que je sais qu'il y en a qui ont des problèmes avec la carte, c'est que comme elle draine de la puissance, la carte peut avoir tendance à lâcher, quoi, ou des VRM qui ont tendance à griller, ça arrive hein, malheureusement. Bon, l'écran qui est pas mal, mais c'est vrai que des fois c'est un peu petit quoi, par rapport à ce qui se fait sur d'autres imprimantes. Mais à part ces quelques petits problèmes, honnêtement c'est plutôt une bonne imprimante 3D. Alors malheureusement, la plupart des pièces que j'ai fabriquées sont imprimées en ABS, puisque j'avais un rouleau d'ABS que j'avais acheté pour fabriquer des pièces spécifiques. Et donc le problème c'est que l'ABS, c'est le plastique, comme je disais, le plus dur à imprimer. Et donc voilà ce qui se passe quand vous imprimez avec de l'ABS, c'est que, alors c'est pas la caméra, hein, c'est que la pièce se déforme. En effet, ce qui se passe, c'est que l'ABS se rétracte. C'est un problème qui est très connu dans le monde de l'impression 3D. Même si vous mettez du scotch bleu qui est réputé pour être très adhérent, même si vous mettez, alors ça c'est on appelle ça du jus d'ABS, c'est-à-dire que c'est un mélange de plastique solide, hein, mélangé avec de l'acétone. Donc le plastique se dissout et on peut étaler ça au pinceau sur le lit, mais même avec ça, même avec du scotch, même avec tout ce qu'on veut, l'ABS a tendance à forcément se déformer, donc on obtient des pièces qui sont... Voilà. Cette pièce était censée être droite, hop là, comme vous le voyez, elle est courbée, et c'est pas la caméra qui la déforme, hein, c'est bien la pièce qui est comme ça. Donc ça c'est un défaut. Maintenant si vous imprimez avec du PLA, le PLA qui est un plastique d'origine plus naturelle, honnêtement elle imprime super bien. J'ai fait d'autres pièces en PLA avec le plastique qui est fourni avec l'imprimante, puisque vous avez un petit échantillon de plastique qui est fourni. Et donc j'ai fait des pièces en PLA, alors je sais que ça se verra peut-être mal à la caméra, mais honnêtement la qualité d'impression est super bien. Et même avec les paramètres par défaut, la première pièce que j'ai imprimée, donc je venais tout juste de monter l'imprimante, j'avais juste réglé la hauteur du lit, etc. Sans toucher au firmware, sans toucher juste au réglage avec Cura, donc qui est ce qu'on appelle le slicer, ce qui va découper la pièce pour en faire un fichier G-code que va être capable de lire l'imprimante. Même avec les paramètres finalement par défaut, j'ai obtenu une pièce un petit peu comme ça, hein, avec une qualité honnêtement qui est excellente, quoi. Donc non, c'est pas mal du tout. Surtout pour une imprimante à 150 €, honnêtement, c'est du très bon travail. Donc voilà, en résumé, hein, puisque je vois que ça fait presque 25 minutes que je vous parle, très bonne imprimante, je vous la recommande. Elle a ses défauts, mais si vous êtes un petit peu bricoleur, ça se bricole très bien, et donc on peut sans problème améliorer la qualité d'impression. Maintenant, qu'est-ce que j'ai modifié sur l'imprimante? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Alors on peut faire plein de choses avec cette imprimante, on peut même faire des choses assez énormes, hein. Il y en a qui remplacent carrément le cadre en acrylique pour des cadres en aluminium de forme cubique, etc. Enfin il y en a qui vont très très loin dans la personnalisation et dans la modification. Bon là par contre ça demande quand même de savoir bricoler pas mal, et je sais que c'est assez compliqué à faire. Maintenant des petites améliorations simples que vous pouvez faire. Déjà, vous pouvez fabriquer pas mal de supports. Donc, par exemple, ici, c'est la buse qui sert à refroidir le plastique, le filament. Parce que quand le filament il sort, il est chaud. Et le but, c'est de le refroidir le plus vite possible pour éviter qu'il se déforme après. Et donc, pour ça, il y a un ventilateur qui se trouve ici. Et il y a une buse qui canalise l'air du ventilateur vers, justement, la buse d'impression pour refroidir le plastique. Le problème c'est que de base, le truc qui est fourni, il n'est pas terrible, c'est un truc qui est imprimé en 3D, bon il n'est pas mauvais mais on peut faire mieux. Et donc je vous conseille d'imprimer des buses, alors il en existe plein, notamment vous avez un site qui est très intéressant qui s'appelle Thingiverse, qui est un site internet, hein, je vous mets le lien dans la description, sur lequel vous trouvez plein de pièces que vous pouvez imprimer en 3D. En fait, ce sont les gens qui créent des pièces en 3D et qui, plutôt que de les garder pour soi, vont les partager avec les autres. C'est totalement gratuit, vous pouvez télécharger plein de trucs. Alors, il y a plein de pièces disponibles, hein. Ça va du support pour tablette à un truc pour un vélo, ce genre de choses. Donc voilà, il y a beaucoup de choses sur ce site, hein. Je vous mets le lien encore une fois dans la description.
Et notamment, vous avez une rubrique, une catégorie qui est Annette A8, où il y a plein de gens qui ont acheté cette imprimante, qui ont fabriqué des pièces pour améliorer l'imprimante et qui les partagent pour que d'autres puissent également améliorer leur imprimante. Et donc parmi ces pièces, il y a pas mal de systèmes comme ça, donc de refroidissement, pour refroidir le plastique. On en trouve des très intéressants. Celui que je vous conseille, c'est celui qui est... alors il y en a un qui est circulaire, un 360 degrés. Je l'ai imprimé en PLA. Le problème, c'est qu'avec la chaleur de la buse, il a tendance à fondre lui-même. Donc le truc se déforme au fur et à mesure. Donc celui que je vous conseille, c'est le demi-circulaire, celui qui fait 180 degrés. Donc en gros, c'est un demi-cercle. Et ça permet de souffler de l'air à 180 degrés autour de la buse pour bien refroidir le plastique. Je ne sais pas si vous voyez, je mettrai sûrement des captures d'écran dans la vidéo pour vous illustrer un petit peu ce que je raconte. Donc j'en ai imprimé un, celui-là c'est celui que je vous recommande, hein, il est de très bonne qualité et il fait très bien le boulot. Donc ça c'est une des pièces qu'on peut améliorer. Mais après il y a plein de choses, comme j'ai dit on peut fabriquer des nouveaux supports de chaque côté pour les axes, ça c'est possible. J'ai fabriqué par exemple un guide de filament, pareil c'est une pièce qu'on trouve sur Thingiverse, pour guider le filament vers l'extrudeur. J'ai fabriqué, alors ça par contre c'est moi qui l'ai fabriqué, ça se verra très mal à la caméra, mais c'est un petit T, une petite pièce en forme de T, avec, sur laquelle j'ai mis un collier, tout simplement pour guider les câbles et éviter que ça ait tendance à pendre à moitié dans le vide. Donc c'est une petite pièce que j'ai fabriquée moi-même. Les deux pièces ici qui s'appellent T-corner, ou T-corner en anglais, qui sont des pièces qui servent à rigidifier la structure. Pareil, c'est des pièces que vous trouvez sur Thingiverse. Elles sont fabriquées, il y a plein de gens qui les ont fabriquées. Vous trouvez également un petit guide de filament comme celui-là. Alors je vais essayer de zoomer peut-être un peu. Le petit guide de filament, c'est une pièce que j'ai imprimée, ça fait partie des premières pièces que j'ai imprimées. C'est une pièce que j'ai faite en PLA et qui sert simplement à guider le filament. Donc je vais vous montrer ça. Vous le mettez sur le haut de l'imprimante, comme ça, et vous venez passer le filament dedans. Hop. Et ça permet de guider le filament vers l'extrudeur. C'est une pièce toute bête, mais qui est disponible sur Thingiverse et qui est très pratique. Parmi les autres pièces que vous trouvez tout un tas de supports comme ça, parce que le problème c'est que les tiges filetées qui servent à faire monter et descendre toute la partie là, ces tiges filetées sont un peu trop courtes, très certainement pour faire des économies. Il faudrait qu'il y ait, allez, 1 cm voire 2 cm de plus, et ça serait parfait. Mais il n'y a pas ces 1 cm ou 2 cm de plus, donc les tiges sont trop courtes, elles n'arrivent pas jusqu'en haut. Et donc elles ont tendance à bouger un peu. On peut donc fabriquer des supports qui accueillent des roulements à billes pour que ça justement guide la tige de manière droite, etc. Pour guider tout ça, éviter que ça ait tendance à prendre du jeu. Donc ça c'est des pièces qu'on peut fabriquer. On peut fabriquer, je ne sais pas si ça se verra bien, des tendeurs de courroies, donc pour tendre les courroies après les avoir installées, et de manière à ce qu'il y ait encore une fois moins de jeu dans les courroies, éviter que ça ait tendance à se détendre et puis à sauter d'écran, etc. Donc ça c'est classique. Petite pièce également qu'on trouve sur Thingiverse et que j'ai imprimé, que je vous conseille d'imprimer, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors cette pièce, c'est tout simplement ces crochets que vous avez là. Voilà, ce sont des petits crochets qu'on peut imprimer, alors peu importe le matériau. Les miens sont imprimés en ABS, mais ça marche très bien en PLA. J'en ai imprimé 4, il y en a 2 autres qui se trouvent au fond, donc ça va permettre de montrer un peu plus l'imprimante. Voilà, j'en ai fait 2 autres au fond là-bas et de l'autre côté. Ces crochets servent à fixer l'imprimante sur un support, donc ici il s'agit du plateau en bois que j'ai en dessous, de manière à éviter qu'elle bouge pendant l'impression. Ça peut être utile d'imprimer ces petits supports. Bon, après, faut que la base sur laquelle vous fixez l'imprimante, faut pas que ça bouge, quoi. Parmi les autres modifications que j'ai faites, vous pouvez voir dans le fond là-bas, alors je vais pas tourner la caméra sinon ça va vous faire un truc bizarre, mais un truc tout con, hop on va ressortir à l'extérieur, c'est tout simplement un switch pour couper l'alimentation de l'imprimante, puisque de base, alors ça j'en ai pas parlé, mais de base, la seule manière d'allumer et d'éteindre l'imprimante, c'est de la brancher ou de la débrancher. Donc j'ai fabriqué ce petit truc, alors ça c'est fait maison, hein, qui contient donc un petit connecteur standard pour, vous savez c'est les connecteurs, je ne sais même pas si ça porte un nom ces trucs là, c'est ce qu'on a typiquement sur les PC partout, hein, c'est le truc qu'on trouve partout. Donc c'est un petit connecteur comme ça avec un porte fusible en dessous, puisque j'ai également un fusible en plus pour protéger l'imprimante. Le tout relié avec un interrupteur à côté, donc pour simplement éteindre et allumer l'imprimante sans avoir à brancher et débrancher. Donc ça par exemple c'est un truc que j'ai fabriqué. C'est du sur-mesure, hein. Cette pièce là j'ai dessiné moi-même et imprimé. Et à l'intérieur on trouve la partie, vous avez là-bas, hop j'essaie de vous guider, c'est une boîte en plastique en fait qui sert
à protéger toutes les connexions, puisque le problème c'est qu'on a un interrupteur et tout le bazar, derrière il y a des cosses, et donc pour éviter que le 230 volts soit à nu, et puis risque un jour de se prendre un petit coup de 230 dans les doigts, et ben j'ai imprimé une protection derrière, qui est une sorte de boîte en fait en plastique, qui maintient le tout protégé. Parmi les autres modifications, donc vous voyez ici un petit peu mieux à quoi ça ressemble, hein, la partie en dessous, le fameux système de refroidissement à 180 degrés. Et puis vous aurez peut-être remarqué un truc dans le fond là-bas. J'ai posé la caméra pour que ça évite de vous faire tanguer dans tous les sens et que vous ayez mal au cœur à force de regarder cette vidéo. Mais oui, donc ça c'est une webcam que vous avez là. Alors il faut que je la fixe encore quelque part, hein, c'est pas déterminé. Ça servira à faire des timelapses à l'aide justement du Raspberry Pi, puisque comme je l'ai dit, je vais utiliser un Raspberry Pi en tant que serveur d'impression, avec une distribution qui s'appelle Octoprint, qui est une distribution spécialisée dans justement tout ce qui est serveur d'imprimante 3D, serveur d'impression pour imprimante 3D plus précisément, et donc on peut y installer une webcam pour faire des timelapses d'impression 3D, donc ça c'est un truc que je ferai sur ma chaîne prochainement, c'est pour ça que j'ai une webcam qui se trouve cachée derrière. Bon bah je l'installerai ailleurs parce qu'ici elle est pas très bien placée, elle a tendance à bouger, donc j'essaierai de lui fabriquer un support ailleurs. Non, ce que je vais vous montrer moi, c'est ce qui se trouve en dessous. C'est ni plus ni moins qu'un bloc d'alimentation ATX de PC classique. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, le bloc d'alimentation principal, celui qui est le fameux bloc no-name chinois, comme j'ai dit, il n'est pas solide et il peut avoir tendance à... Enfin, il n'est pas solide. Il fait que 250 watts, c'est déjà pas mal, mais vous savez, avec les Chinois, hein, enfin avec les Chinois, je suis pas raciste, mais avec les blocs d'alimentation no-name comme ça, généralement c'est écrit 250, mais quand on en tire déjà 200, le truc il est à bout de souffle. Donc j'ai installé un bricolage fait maison, qui est une base de blocs d'alimentation de PC, qui sert à alimenter uniquement le plateau chauffant. Puisque le plateau chauffant, il est alimenté en 12 volts, et le problème c'est qu'il consomme énormément de courant, parce que, vous imaginez bien, il faut carrément chauffer une surface. Cette surface, elle peut monter à plus de 100 degrés, le plateau chauffant, on peut le pousser jusqu'à 110, 120 degrés, donc ça demande énormément de puissance, et le bloc d'alimentation d'origine, je vais vous rebouger un petit peu, le bloc d'alimentation d'origine, qui se trouve derrière là, donc non, j'ai dit que je ne bougerai pas la caméra, qui se trouve, j'arriverai pas à vous montrer, mais qui se trouve là. Ce bloc-là, il n'est pas d'une solidité extraordinaire, donc j'ai utilisé un deuxième bloc d'alimentation, qui est entièrement bricolé, puisque ce bloc, alors il sert à plein de trucs, hein. À l'intérieur j'ai installé des relais, justement, et il sert uniquement à alimenter le plateau chauffant. Ça évite également que la puissance ait à passer par la carte électronique. Alors je vais vous montrer la carte électronique. Donc bon, vous avez un gros reflet sur la vitre, mais vous pouvez apercevoir donc la fameuse carte principale. Et le problème c'est que habituellement, cette carte principale, eh bien, elle draine toute la puissance. Toute l'électricité qui sert à alimenter le plateau chauffant passe par cette carte électronique. Et comme je l'ai dit, cette carte n'est pas d'une qualité non plus exceptionnelle. Donc pour éviter ça, j'ai pris un vieux bloc, d'alimentation, il faut quand même un bloc d'alimentation qui soit assez puissant, mais j'ai pris un bloc d'alimentation de PC, je l'ai ouvert, à l'intérieur j'ai installé des relais, les relais sont alimentés par la carte principale, donc en gros ça évite que le courant ait à passer par la carte principale, hein. Et donc c'est le bloc qui alimente directement le plateau chauffant, ce qui évite de, premièrement, d'utiliser le bloc d'alimentation d'origine, qui n'est pas, comme je l'ai dit, d'une qualité exceptionnelle, et deuxièmement, ça évite de faire passer la puissance par la carte principale, qui encore une fois n'est pas d'une qualité exceptionnelle. Et puis j'ai utilisé ce bloc d'alimentation là, je l'ai utilisé pour une deuxième chose, puisque comme on a un bloc d'alimentation ATX, il fournit du 12 volts, mais il fournit également du 5 volts et du 3,3 volts, donc j'ai utilisé pour alimenter le Raspberry Pi, qui fait fonctionner Octoprint, et également pour faire fonctionner de l'éclairage ainsi que de la ventilation. Et donc on trouve un système de ventilation qui se trouve ici. C'est un truc que j'ai fait moi-même sur mesure. Donc en gros c'est quoi? C'est un ventilateur de PC qui est alimenté en 12 volts par un montage en dessous qui est fait maison. Alors c'est du fait maison, hein, je le dis tout de suite. En gros c'est un connecteur Molex, puisque j'ai gardé un brin avec des prises Molex et des prises SATA pour éventuellement alimenter je sais quoi, hein. J'ai gardé ça parce que comme j'ai un bloc d'alimentation ATX, hop là, je me suis dit que tant qu'à faire, autant garder ce truc là, on sait jamais si j'ai un disque dur à alimenter, un truc comme ça. Et donc j'ai fabriqué un espèce d'adaptateur fait maison, avec une partie qui sert à alimenter donc le ventilateur qui est alimenté en 12 volts, et qui fait passer l'air vers une cartouche filtrante, qui est une cartouche filtrante de masque à gaz, qui sert à filtrer l'air à l'intérieur de l'imprimante 3D, parce que
J'imprime donc avec de l'ABS, j'ai imprimé pas mal de choses avec de l'ABS, donc l'étiquette est à l'envers. Oui, bon, j'ai dit que je tournerais pas la caméra, mais c'est de l'ABS. L'ABS, c'est un plastique qui est fait à base de pétrole, et donc quand on imprime avec de l'ABS, ça a tendance à rejeter pas mal de vapeur, pas terrible à respirer. Donc j'ai fait un système de filtration de l'air qui sert à éviter que ça pue le plastique un peu partout, parce que c'est une odeur qui est très désagréable, qui peut même donner mal à la tête, etc. Donc au moins comme ça filtre l'air. Donc j'ai fixé ça dans le fond de mon caisson, je vous parlerai du caisson après, hein, la partie principale je la garde pour la fin. Et donc j'ai imprimé justement avec l'imprimante 3D, j'ai imprimé tout un système d'adaptateurs qui permet de visser une cartouche filtrante sur ce support. Vous voyez que ça bouge un peu, hein, bon ça c'est pas grave, on va dire que c'est fait pour absorber les vibrations. Et enfin, une dernière amélioration, mais pas des moindres que j'ai effectuée, c'est tout simplement construire un caisson dans lequel j'ai placé l'imprimante. Alors, vous l'avez remarqué hein, sûrement depuis le début de la vidéo, l'imprimante est abritée dans une boîte qui est faite maison. Je vais faire un petit peu le tour, je vais décrocher la caméra. Et donc cette boîte qui est construite sur mesure pour l'imprimante, elle fait 60 cm par 60 cm par 60 cm, donc 0,6 m3. C'est une boîte que j'ai construite en bois, donc l'imprimante est fixée sur le plateau du fond. On a des vitres en plexi de chaque côté, ainsi qu'à l'avant la porte qui est entièrement en plexi. J'ai placé donc une étagère en haut qui permet donc le Raspberry Pi qui viendra se mettre d'un côté, puis ça permet de ranger les outils, un peu le bazar. Le support de bobine qui du coup est intégré dans la boîte, ce qui permet de placer la bobine là et elle gêne personne. J'ai de l'éclairage également qui est intégré, donc je peux également vous démarrer l'imprimante, parce que je ne l'avais pas encore fait depuis le début de cette vidéo. Donc on trouve l'écran, vous ne voyez pas grand chose parce que c'est la luminosité. Voilà, donc vous voyez qu'on a des informations. J'ai donc placé, comme je disais, de l'éclairage en haut, de manière à voir un petit peu ce qui se passe, notamment le soir quand il commence à faire nuit. Et puis la porte à l'avant, porte en plexiglas, la poignée que j'ai d'ailleurs imprimée en 3D, porte en plexi qui permet de fermer le tout et de protéger l'imprimante. Bon, sur le dessus, j'ai posé plein de bordel. Alors le principal intérêt d'un tel montage, c'est... Enfin, il y en a plusieurs, mais... Le principal intérêt, c'est lorsqu'on imprime avec certains matériaux, notamment avec des plastiques comme l'ABS, ça a tendance à se déformer, comme je vous l'ai montré... Comme je vous l'ai montré juste avant, les pièces, vous voyez, se déforment. Alors ici, c'est parce que c'est une pièce qui était assez grande, donc cette pièce s'est complètement courbée, dû à sa taille. C'est une pièce qui était très longue, mais si j'avais pas eu ce caisson, ça aurait été encore pire à mon avis. L'avantage du caisson, c'est qu'il va conserver la chaleur, donc l'air à l'intérieur va monter, on atteint à peu près 40-45 degrés à l'intérieur du caisson, et l'avantage du coup c'est que le plastique se rétracte beaucoup moins vite, et ça évite justement une déformation des pièces. Malgré tout, vous voyez que même avec un caisson, on arrive quand même à avoir des pièces qui se déforment. Donc ça, par contre, c'est pour de l'ABS. Avec du PLA, le plastique qui est plus naturel, vous n'avez pas forcément besoin d'un caisson. Ça aide, c'est toujours mieux, mais c'est pas obligatoire. L'avantage également d'un caisson, c'est que ça permet, comme vous le voyez, de tout ranger. L'imprimante est dedans, je peux la fixer sur le bois, sur la planche qui sert de fond, ça pose aucun problème. Ça permet de ranger les outils, ça permet de mettre plein de trucs, vous voyez les blocs enfin le deuxième bloc d'alimentation, le système de filtration d'air, le support bobine, tout peut être intégré comme ça à l'intérieur, et c'est quand même beaucoup plus pratique que d'avoir tout en vrac. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. De toute façon, je pense que je reviendrai sur mon imprimante dans de prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.